Bienvenue dans le débat, un débat dans lequel vous pouvez, je vous le rappelle, interagir grâce aux réseaux sociaux. Alors nous parlons ce soir des territoires palestiniens. La géographie impose ce pluriel, il y a la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, mais pas seulement. La politique ainsi impose ce pluriel, car depuis 2007, Cisjordanie et bande de Gaza ne s'entendent plus, avec d'un côté le Fatah, de l'autre le Hamas. Est-ce que l'unité est possible entre ces deux factions? Il y a des discussions qui reprennent et nos invités vont nous aider à comprendre les tenants de cette opposition et ses conséquences sur la vie quotidienne des Palestiniens et surtout aussi sur le très précaire processus de paix avec Israël. Avec nous donc Rani Massala, bonsoir. Vous êtes réalisateur de Girafada. C'est un film, un long métrage qui va sortir en France à partir de mercredi 23 avril. Vous nous accompagnez tout au long de cette première partie. Il faudra ensuite que vous filiez pour une avant-première justement. Girafada, c'est l'histoire d'un zoo dans les territoires et d'un père qui veut émerveiller son fils, hein, si je devais résumer le film. Bernard Ravenel, vous êtes cofondateur de la revue Confluence Méditerranée, ancien président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Vous pourrez vous aussi nous parler des attentes des Palestiniens sur place. Rafé Jabari, vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. Et puis Henri Laurence, professeur au Collège de France à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Je vais tout d'abord vous proposer d'écouter des commentaires captés à Gaza de Palestiniens. Que pensent-ils de ces discussions en cours entre Fatah et Hamas? Je vous propose d'écouter. Ce que je leur demande, c'est qu'ils fassent un effort pour mettre fin à la division et établir une réconciliation nationale concrète et pas seulement sur le papier. On est fatigué de la division. On n'en veut pas, car c'est toujours le peuple la victime en fin de compte. Nous sommes fatigués de la question des négociations et de la réconciliation. Nous avons perdu tout espoir. Je pense que la réconciliation n'aura pas lieu. Il y aura toujours le gouvernement du Hamas et le gouvernement du Fatah. Nous sommes le seul peuple possédant deux gouvernements. Rani, vous qui mettez de la poésie pour raconter le quotidien des Palestiniens, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous recevez une annonce comme ça d'une réunion entre Fatah et Hamas? Je suis très sceptique. D'abord, je ne parlerai pas de réconciliation interpalestinienne parce que les Palestiniens ne sont pas fâchés entre eux. C'est une réconciliation interpartisane. Politique. Donc, dans les deux cas, ils se retrouvent dans des situations un peu déplorables parce que quand on est en Cisjordanie, on fait face à une sorte de liberté relative par rapport à Gaza. Quand bien même on est complètement asphyxié économiquement, quand on est à Gaza, c'est une sorte de prison à ciel ouvert où il n'y a pas d'avenir dans les deux cas. Donc la réconciliation doit se faire au niveau des deux parties pour le bien du peuple palestinien. Et le peuple palestinien représente aussi des millions de réfugiés, toute cette diaspora. Donc d'un côté, on a un Fatah complètement has-been qui n'est pas à la hauteur des aspirations du peuple palestinien. Et de l'autre, on a un Hamas qui asphyxie la société palestinienne, qui la prend en otage dans la bande de Gaza. Donc dans les deux cas, vous voyez, on est dans une situation assez difficile et on attend une sorte de leader salutaire qui pourrait réconcilier en fait ces deux parties-là de la Palestine et fédérer tous les Palestiniens contre l'occupation et par la reconnaissance de leurs droits au niveau de la communauté internationale. Henri Laurent, c'est compliqué de s'incarner pour les Palestiniens dans cette représentation politique? Ouais, il y a des questions d'ordre juridique. Aussi, théoriquement, l'autorité palestinienne n'est qu'une délégation des forces d'occupation, selon les accords d'Oslo. Et donc, ce dont il est question dans les discussions en cours, ce serait l'entrée du Hamas dans l'OLP, ce qui serait tout à fait nouveau, même si on discute depuis 15 ans sur cette entrée dans l'OLP. Et à ce moment-là, la question de base, comme il ne peut pas y avoir d'élection directe vers l'OLP, c'est quelle répartition des sièges seront accordés aux uns et aux autres. Mais ça, effectivement, là, c'est une question purement politique, politicienne. Les Palestiniens ont du mal à se reconnaître dans ces problématiques-là. Rafé. Je pense que le problème, c'est que chaque parti, le Hamas comme le Fatah,
est parti dans une direction et les points de vue de Hamas et de Fatah sont très différents aujourd'hui. Et les problèmes majeurs, c'est l'intégration. Hamas demande l'intégration de l'OLP, Fatah demande que la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera présidé par Abbas, c'est les accords de Doha. Mais aussi, il y a 3 questions qui sont importantes. Et une des questions qu'on parle peu, mais qui est très importante, c'est la paix sociale, c'est-à-dire la réconciliation de la société palestinienne. Parce qu'après 2007, il y a eu du sang palestinien qui était... et le prix du sang dans une société, dans la société palestinienne, c'était tout un processus très compliqué. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la liberté, dite liberté, c'est-à-dire des prisonniers, comme vous avez... dans le reportage, on a bien vu que chaque partie est demandé de faire quelques mesures pour, en quelque sorte, gagner la confiance de l'autre. Et en réalité, dans les territoires palestiniens, il y a de côté de l'autorité palestinienne en Cisjordanie des prisonniers de Hamas, et de côté à Gaza, il y a des prisonniers de Fatah. Et qui sont, c'est très intéressant, ils le disent, c'est des personnes qui sont prisonniers pour des questions sécuritaires. C'est assez étonnant, et que de 2 parties, parce que la question, c'est il y a vraiment un vrai problème entre les 2 directions. Maintenant, les Palestiniens, c'est la majorité des Palestiniens qui ne font pas partie ni de Hamas ni de Fatah, sont pour une réconciliation. Le problème, c'est politique. Chacun essaie d'avoir sa place dans l'échiquier politique palestinien. Il y a un vrai... confrontation, il y a une méfiance de l'un de l'autre qui fait que les 2 parties se disputent cette autorité palestinienne qui devrait se terminer en mai 1999. C'est les accords de Oslo. L'autorité palestinienne, qui est l'organe représentatif des Palestiniens au niveau international, mais au niveau national, tout le monde est d'accord. Le seul problème, c'est que le Hamas voudrait intégrer cette OLP. Le problème, l'OLP représente tous les Palestiniens, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, organiser des élections, c'est très compliqué dans ce contexte, et qui le met comme un poids important, fondamental. Donc, l'OLP a toujours fonctionné de manière... des pourcentages, en fait, chaque parti, on estime, par exemple, que le Hamas pourrait avoir 30%, le Fatah 30%, je ne sais pas, le FPLP. Et donc, en fait, c'est un partage de pouvoir. Donc, les problèmes, je pense, au fond, entre les Palestiniens et entre le Hamas et le Fatah, c'est des problèmes d'ordre complètement politique. Et on va revenir, mais on va effectivement le développer pendant tout ce débat, mais Bernard Ravenel, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ce politique continue d'avoir une telle place dans la société palestinienne, alors qu'il y a cette asphyxie-là, et malgré tout, les jeunes continuent de prendre les armes. Il y a une partie des jeunes qui sont créatifs. Quand je dis les jeunes, c'est d'une manière évidemment générique, mais il y a aussi toute une partie de la population qui continue de prendre les armes et de se rallier à ce système politique-là, au djihad islamique, au Hamas, par exemple. Actuellement, la question de l'utilisation des armes n'est pas entièrement en quelque sorte à l'ordre du jour, puisque le Hamas comme le Fatah admettent et soutiennent ce qu'ils appellent la résistance pacifique ou non violente des Palestiniens contre l'occupation. Donc pour le moment, ce n'est pas... Et justement, c'est une volonté de travailler ensemble. Non, actuellement, moi j'ai l'impression que c'est l'énième épisode des contacts Fatah-Hamas et que je ne vois pas pourquoi il déboucherait mieux que les précédents. Parce qu'on est allé loin avec Doha, effectivement. À Doha, il y avait eu un accord, on était allé très loin. Il n'y a eu aucune suite après ces accords. Non. Alors, la question, c'est de savoir quelles sont les nouveautés qui permettraient de croire qu'il y ait une possibilité. J'en vois pas beaucoup sur le plan de l'environnement géopolitique, auquel les Palestiniens sont isolés. Et puis, sur le plan interne aussi, j'ai du mal à voir. Cela dit, je crois quand même que par rapport au scepticisme général de la société palestinienne, par rapport à leur parti finalement dominant, par rapport à la perte de crédibilité de ces partis, par rapport aussi à la perte de crédibilité de la négociation. Personne en Palestine ne croit beaucoup à cette négociation. Donc ces 2 partis ont peut-être besoin de se redonner en quelque sorte une certaine légitimité, et il est clair que pour la population palestinienne, l'exigence première pour être crédible, si on peut dire, y compris dans la négociation, c'est un niveau d'unité nationale. S'il n'y a pas d'unité nationale, il n'y aura pas de perspective. Alors, le deuxième nécessité, c'est la question des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces politiques Fatah et Hamas admettent
la nécessité ou la possibilité d'élections qui leur redonneraient ou pas la légitimité du peuple palestinien. Donc tout ça va être une négociation, je pense. Et à mon avis, tant qu'il n'y aura pas des perspectives électorales claires, et d'élections en quelque sorte démocratiques, comme ils ont déjà eu l'occasion d'en avoir, bien, j'ai du mal à penser qu'il y aura un accord. On peut imaginer un accord technique, provisoire, fondé sur quelques objectifs communs. Moi, j'en vois un, c'est la libération des prisonniers. Je pense que là, il peut y avoir quelque chose, y compris d'ailleurs posant la question, parce qu'il y a un accord pour la libération, en particulier du leader palestinien qui serait le plus crédible actuellement, de Marwan Barghouti, qui est en quelque sorte la référence de la société palestinienne, finalement. Donc tout ça est en question, et on peut imaginer que les éléments nouveaux vont peser dans la perspective d'un minimum d'accord. Parce que sinon, s'ils échouent tous les deux, ça va aggraver leur propre crise de légitimité. Rani, vous avez tourné, vous, en partie votre film dans les territoires en totalité, oui. En totalité, oui, d'accord, oui. En totalité, en Cisjordanie. Oui. Évidemment, vous êtes resté combien de temps là-bas? J'ai passé presque... Le temps de tournage était assez court parce que les moyens étaient limités, mais on a quand même réussi à avoir un long métrage au bout. Donc on parle de 6 semaines de tournage. On était dans la ville de Naplouse, qui est la plus grande ville de Cisjordanie, et on tournait dans la ville de Naplouse et dans la ville de Qalqilia. Il faut savoir que les jeunes et tous les gens étaient vraiment avec nous pendant le tournage, soutenaient cette initiative culturelle, et poussaient le film, participaient au film. On ressent une énergie, effectivement, une volonté de faire des choses, de parler des territoires palestiniens autrement que comme on le fait ce soir à l'occasion du politique. C'est une arme de résistance incroyable, l'arme culturelle, si vous voulez. Comment vous faites exister un pays, si ce n'est qu'à travers sa culture? Vous voyez, les Palestiniens aujourd'hui sont complètement isolés géopolitiquement. On est dans une période de l'histoire où le statu quo prévaut. Donc on n'a pas vraiment envie que ça avance. Il y a moins de morts en Palestine qu'il y en a en Syrie ou en Irak. Donc la jeunesse palestinienne, elle n'a qu'une seule manière d'exister, c'est à travers la culture. Et ça existe aussi bien à Gaza, avec d'autres réalisateurs comme les frères jumeaux Arab et Tarzan Abou Nasser, qui ont 20 ans, enfin à peine, et qui font des films. Ma génération à moi, donc ils ont la trentaine et qui fait des films. Vous voyez, on a grandi avec cette culture. C'est le moyen de lutter contre l'engluement politique, effectivement. On n'a pas le choix. On a besoin d'exister, on a besoin de ramener la Palestine sur la carte. Vous voyez, à chaque fois qu'un Palestinien fait un film de long métrage où il exprime à travers un langage cinématographique une réalité, mais à travers des manières détournées de fables, de contes, ou même dans un film plus social ou plus documentaire, le film voyage, le film va dans les festivals internationaux. Ce film, vous avez peut-être pu le monter parce que vous étiez expatrié, vous étiez hors des territoires. Est-ce qu'à l'intérieur des territoires, on réussit à être créatif quand même? Est-ce qu'il y a ce vivier-là? C'est beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'en matière de financement, c'est plus facile quand on est basé en Europe, donc de chercher des financements. Et en l'occurrence, en France, qui est le pays qui soutient le plus le cinéma, mais c'est une chance déjà que la France soutienne le cinéma palestinien. Maintenant, je vous dis, il y a des cinéastes de Gaza qui arrivent à... pour ne pas les citer, le court-métrage Condom LED, qui a été tourné en une journée de tournage avec moins de $5 000, qui était au Festival de Cannes l'année dernière, et c'était fait par 2 frères gazaouis. Donc il y a une créativité qui se fait chez cette jeunesse palestinienne. C'est le seul moyen qu'on a d'exister. Et comment vous êtes perçu par les autorités palestiniennes? Est-ce que vous êtes encouragé? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de conversation? Est-ce qu'il n'y a pas de passerelle ou au contraire les passerelles sont difficiles. Il n'y a pas de budget, vous voyez, qui est alloué à la culture vraiment, en tout cas cinématographique. Il y a pas, les moyens sont limités. La crise politique est gangrène, si vous voulez, le système. Donc on ne peut pas nous demander des sous à cette autorité palestinienne qui est complètement à la rue, complètement asphyxiée. Et je suis d'accord avec M. Lorenz, qui est une sorte de sous-traitance des services de sécurité, israéliens. On est quand même phagocyté de l'intérieur. On ne vit pas normalement. Et quand j'entends donc que Marwan Barghouti serait une solution éventuelle, mais vous imaginez pour notre jeunesse, c'est-à-dire que pour nous, un leader potentiel, ce serait quelqu'un qui a passé plus de 10 ans en prison. Donc vous vous rendez compte, donc on vit déjà dans une prison, donc on n'a aucune envie d'un leader prisonnier. Mais en même temps, on cherche ce personnage politique qui peut justement regrouper
les différentes forces en présence, qui peut avoir du poids dans les négociations internationales au niveau local et régional, mais on l'a pas. On n'a pas. Et toute cette élite politique qui prévalait à l'OLP du temps de Yasser Arafat, elle existait pourquoi? Parce que l'OLP était à l'extérieur des territoires. L'autorité palestinienne, ça a détruit les élites. Parce qu'on est revenu dans un territoire complètement contrôlé par Israël, où il n'y a aucune capacité de développement, alors que l'OLP était basée à l'extérieur. Donc les cadres de l'OLP voyageaient, rencontraient du monde, se frottaient, si vous voulez, à la diplomatie internationale. Aujourd'hui, dans le cadre des accords d'Oslo, qui sont un échec complet, en tout cas de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de gens, on n'arrive pas à retrouver cette force qui était la nôtre auparavant, c'est-à-dire ce moyen de pression politique qu'avaient les Palestiniens, quand bien même c'était une mauvaise méthode d'utiliser le terrorisme ou la violence, parce que ça n'aboutit à rien. Maintenant, on est dans une logique pacifique, certes, mais je pense que le peuple palestinien peut se libérer en utilisant justement des techniques un peu comme les Noirs ont fait en Amérique, c'est-à-dire en se servant de la société civile pour imposer leurs lois, pour faire pression sur Israël, utiliser les Palestiniens d'Israël, parce que j'aime pas trop le terme d'arabe israélien, donc pour faire pression sur le gouvernement israélien, pour accorder les libertés civiques à ces gens qui le méritent, qui sont sous occupation depuis 70 ans. On est dans une réalité complètement abjecte et qui n'a aucun sens, si vous voulez. Et c'est totalement reconnu par les Nations Unies, d'ailleurs. Je vous remercie, Rani Massala. Je préfère qu'on arrête là cette première partie, parce que vous nous avez donné beaucoup d'éléments. Vous allez devoir partir. Vous ne serez pas là en seconde partie. Je pense que nous avons là beaucoup d'éléments pour continuer le débat en seconde partie. C'est à partir de 19h30, heure de Paris. Vous restez avec nous, c'est dans un instant. On fait un point rapide sur l'actualité, puis nous en reparlerons tous ensemble.